on va parler de la confiance en soi. D'accord? Alors, la confiance en soi, c'est pas un truc, voilà, c'est acquis, c'est bon, j'ai tout le temps confiance en moi. C'est vraiment quelque chose qui vient en fait en dents de scie. Parfois, on est au top du self-esteem, de la confiance en soi, et parfois un peu moins. Et donc, on va essayer en fait ce soir de voir comment rebooster notre confiance en nous. Alors, la semaine dernière, on a fini le livre de Shemot. Et on a fini sur une très très belle touche parce qu'en fait on a fini sur la construction du Mishkan et la Torah elle a consacré plus que 200 versets à faire les louanges du Ham Israël. Donc on se sent vraiment au top et elle va répéter, la Torah qui est très économe dans ses mots, elle va répéter à quel point Hachem est fier du Ham Israël, à quel point il est fier du peuple juif et à quel point donc on a bien fait et on est béni. Et on a une paracha de cette semaine qui s'ouvre avec le Ham Israël qui est en liesse, qui est très content, comme je vous ai dit, et Moshe Rabbeinu, Moshe qui est content. Moshe, dont c'était l'Aïloula aujourd'hui, cet Adar. Alors, il est content pour le Ham Israël, mais il perd confiance en lui. Dans notre paracha, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, il y a l'inauguration du Mishkan. Et en fait, il y a la Shrina, la présence divine qui repose, qui descend dans le Mishkan. Et Moshe, il voit tout ça et il reste à l'écart. Il reste à l'écart en se disant, bon, jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai l'idée, qui ai mené le Ham Israël. Je l'ai mené à destination et peut-être que finalement, c'est plus moi qui va continuer de le leader. Peut-être qu'est venu le moment d'un autre dirigeant, d'un autre leader. Peut-être que je ne suis plus méritant de cette place qui m'a été donnée. D'accord? Donc on a Moshe Rabbeinu qui est un petit peu comme ça, qui se pose des questions, comme nous, parfois on se pose des questions. Des fois on se sentait au top et après tu te dis, oh là là, c'est bizarre, j'ai plus la pêche que j'avais avant, j'ai plus l'image que j'avais avant, j'ai plus le self-esteem comme j'avais avant, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler Moshe, Vaikra Moshe, il va l'appeler et c'est à la fois un signe d'honneur et c'est à la fois une marque d'affection. Et lui seul va être invité à rentrer dans le Mishkan. Comme pour montrer en fait que Moshe se trompe et que en fait, la relation particulière qu'il a avec Akadosh Baruch Hu et avec le Ham Israël, elle n'a pas été entachée, au contraire, elle a été donc bonifiée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va le rassurer et va lui enseigner ce qu'on appelle les korbanot. Alors, c'est quoi les korbanot? En français, on appelle ça les sacrifices, les lois des sacrifices. Mais on va essayer de traduire plus précisément la notion de korban. Korban, en fait, qu'est-ce que c'est un korban? Korban, c'est apporter un animal que l'on va offrir, que l'on va parfois même réduire en cendres pour se rapprocher de Dieu. C'est quoi cette idée de korban, cette idée de sacrifice, maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash et qu'on est en 2024 et qu'on ne voit pas du tout l'utilité d'une telle chose? Alors le Rambam nous dit en fait, c'est quoi le korban à la sauce 2024? C'est brûler la partie animale qui est en nous pour se rapprocher de la partie divine qui est en nous, pour exprimer la partie divine qui est en nous. D'accord? Et en fait, korban, on appelle ça sacrifice, mais en vérité, c'est tous les sacrifices qu'on fait dans la vie pour exprimer la meilleure partie de nous. Comme par exemple, j'avais très envie de dire du Lachon Hara et je ne l'ai pas fait. Ça me, comment dire en français, ça me brûlait les lèvres. Oui, ça te brûle les lèvres. D'accord? Tu vas justement brûler la partie animale, la partie impulsive qui est en toi. Tu vas la faire taire pour faire exprimer la meilleure partie de toi, qui est une personne qui ne fait pas de la médisance, qui ne crache pas sur les autres. C'est toutes les fois, en fait, on se donne, on s'investit et on exprime la meilleure partie de nous-mêmes. Tu te retiens de crier sur une personne, tu te retiens de crier sur tes enfants, tu te retiens de t'énerver contre ta coloc, ça s'appelle un korban aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as, entre guillemets, brûlé la partie impulsive de ta personne
pour exprimer la partie divine, pour te rapprocher de la partie divine. D'accord? Vous comprenez cette notion? Cette notion de korban, en fait, c'est effacer la partie animale, la partie impulsive. Par exemple, ce matin, tu te lèves, tu as la flemme de faire ta tefila. Tu as la flemme de faire ta tefila. Et là, tu dis, attends, 2 secondes. Et là, tu sors ton beau sidor, là, magnifique doré que tu m'as montré. Et tu dis, attends, j'ai envie de parler avec Hachem. Hop, vous comprenez? Vous avez fait taire la partie impulsive, de dire, ah, tu sais quoi, on se laisse aller, celle qui me tire vers le bas, pour en fait aller vers la partie qui me tire vers le haut. C'est la notion de korban. Quand je donne de l'argent à Tzedaka, c'est pareil. Je brûle une partie de mon capital pour donner à l'autre. D'accord? Donc, en fait, la notion de korban, c'est à chaque fois qu'on s'efforce de dévoiler la bonne personne qui est en nous, qu'on révèle notre potentiel et qu'on exprime la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Maintenant, korban. Regardez qu'est-ce que ça donne comme mot. Ça donne le mot karov. Karov. Karov, ça veut dire quoi? Ça veut dire rapprocher. Parce que quand je fais des choses comme ça, je prends sur moi, je fais un effort, eh bien en fait, je me rapproche de la partie divine qui est en moi. Et je vais me rapprocher de la personne aussi vers qui je vais faire l'effort. Par exemple, une copine, elle m'appelle pour me déménager. Et elle me dit, tu peux m'aider avec mes cartons? Ah, écoute, j'avais pas prévu de faire ça ce soir, mais allez, ça me fait plaisir. Et du coup, je me rapproche de cette amie parce que j'ai pris un peu de mon temps pour être avec elle. Une autre copine, elle me dit, ah, tu pars en France, je peux commander un truc chez toi sur Amazon? Je te clique et tu vois le colis arriver comme ça. Je dis, ah, je vais devoir prendre une deuxième valise. Korban, karov, je le prends, c'est un peu tanné, certes, mais ça me rapproche de cette personne. C'est pareil dans le couple. Ton mari te dit, allez viens, on va dîner avec ce couple. Maintenant, tu n'as rien à dire à la femme. D'accord? C'est ta copine, quoi. Mais lui, c'est son meilleur pote depuis toujours. Ils ont grandi ensemble, machin. Alors du coup, tu dis, écoute, c'était pas forcément la soirée que j'avais envie de faire ce soir, mais ça me fait plaisir de te faire plaisir. Karov, korban. D'accord? Et on a ce karov et on a à la fin ce noun. Le noun, c'est la lettre la plus longue de l'alphabet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre de faire la distance de la chose la plus éloignée, qui est quoi? Qui est justement entre ma partie impulsive animale pour m'élever vers la meilleure version de moi-même, ma partie divine. Karov, tout d'un coup elles étaient éloignées, eh bien elles se rapprochent. Et c'est moi, en fait, qui réalise cette distance. Donc vous voyez que déjà dans l'hébreu, on va apprendre, en fait, vous voyez, vous sentez qu'on va apprendre plein de choses sur cette notion de korban, cette notion, donc comme je vous ai dit, de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, déjà, j'aimerais m'intéresser à une notion qui est la notion du self-esteem. La notion qu'on appelle en hébreu du kavod. Très souvent, on a l'impression que la Torah, elle te dit « Ah, le kavod, le respect, tout ça. » Non, il faut s'en éloigner. Pas du tout. Déjà, j'aimerais remettre les choses au clair par rapport à la notion de kavod. La notion qu'on appelle en français de dignité. Sachez que, eh bien, la dignité, c'est la chose la plus vitale chez une personne. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir écouté, de se sentir valorisé, respecté et de se sentir, donc, de savoir qu'on a de la valeur. C'est vital pour une personne. Nos sages nous disent que quoi? Il y a marqué... Ça va? Ouais. Ben voilà. On vient de commencer. Vas-y. Il y a écrit comme ça, Kol Adam Zakouk Le'aracha Vechayaf Tluim Ba. C'est le Rav Wolbe qui dit ça, que en fait chaque personne a besoin de valorisation et c'est un besoin qui est vital. D'accord? Et c'est pas un besoin qui est un besoin, primitif. Non, c'est un besoin qui est de l'ordre d'un besoin qui est élevé. Le besoin de dignité, le besoin de self-esteem, le besoin de kavod. D'ailleurs, la neshama,
elle s'appelle Kavod. Le nom de la Neshama, c'est Kavod. Une fois, il y a un homme qui a été voir le Rav Shach, quelqu'un qui étudiait la Torah, un avraire, étudiait la Torah à plein temps, et dit « J'en ai marre, je suis nul. » Alors le Rav Shach, il lui dit « Peut-être que c'est pas toi qui es nul, peut-être c'est la Gemara qui est nulle. » Alors l'autre, il fait « Chas v'shalom, comment vous avez parlé comme ça de la Gemara ?» Alors il lui dit « Mais attends, la Gemara et toi, c'est la même chose. Ce sont deux créations d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu dis que tu insultes, tu te dis que tu es nul, tu insultes ton créateur, tu insultes Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est complètement aux antipodes d'une Torah qui veut nous rabaisser. Non, elle te dit le kavod, c'est comme l'oxygène pour la neshama. Tu vois, ton corps a besoin d'oxygène. Eh bien, au niveau de la neshama, l'oxygène de la neshama, c'est quoi? C'est le kavod. On m'avait raconté comme ça une histoire. Alors, c'était un film de... comment il s'appelle Tom Hanks, ou Les Naufragés. Ouais. Ah, comment ça s'appelle? Solomon. Ah, ouais, c'est ça, Solomon. Je n'ai pas vu ce film. On m'a raconté une scène assez incroyable. Donc, il a un ballon, c'est ça? Alors, il a un ballon, je crois, je sais plus, Willy ou Wilson, alors il donne un nom. Et en fait, il le transforme en visage et il commence à parler avec lui, ça devient son ami, il est seul au monde sur une île. Bon, faut imaginer le tournage du film, il a dû devenir fou, il était tout seul pendant tout un tournage de faire un monologue comme ça. Et en fait, c'est à lui qui partage toutes ses réussites. Tu sais, j'ai réussi à faire ça, tu sais, j'étais très fière de moi, tout ce qu'il arrive à faire sur l'île en fait. Et à un moment, il y a le ballon qui part. Et en fait, le ballon, il va dans l'eau, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se jeter dans l'eau et il va même en fait se mettre en danger de noyade pour sauver son ballon. Pourquoi? Pour te dire en fait à quel point il était prêt en fait à mourir plutôt que de laisser passer ce compagnon avec qui il partageait ses réussites. D'accord? Donc, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et il est le couronnement de toute la création et il a besoin de ressentir ce kavod. Donc ça, si vous voulez, c'est notre base de départ. C'est ce kavod. D'accord? Maintenant, on continue. Le Rambam, il nous dit que, à propos de Pirkei Avot, il nous dit, tu ne dois jamais avoir une mauvaise estime de toi-même. Al tiye racha be'ene atzmecha. Ne te vois jamais comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un de nul. Pourquoi? Il te dit parce que si quelqu'un se considère comme nul, alors il ne va reculer devant aucun acte négatif. Donc on ne doit jamais accepter cet argument du Yetzer Hara qui nous dit qu'on est nul. On doit se dire, moi, mais je suis au top. Mais je suis au top. Pourquoi? Parce que imagine, je sais pas, tu as un tablier. D'accord? Si tu as un tablier, tu te tâches, tu dis, bon, bah, une tâche de plus, une tâche de moins, qu'est-ce que je m'en fiche? Ah non, si tu dis, non, c'est pas un tablier que j'ai. C'est une belle tenue. C'est une belle robe. Bah, du coup, tu as une tâche, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de l'enlever. Ça marche pas, ça va pas. Alors en fait, c'est pareil au niveau de la Neshama. Si ta Neshama est déjà attachée, tu te dis, bon, bah, de toute façon, moi, je suis nulle, de toute façon, je suis une faute, je faute, de toute façon, ça, c'est pas moi, de toute façon, moi, je suis pas une religieuse, de toute façon, on peut pas tomber j'ai qu'à tomber encore plus bas. Bah, en fait, tu t'as enlevé ta balade de protection et tu t'as rien, en fait, pour t'améliorer. Tandis que si tu as une bonne image, tu as une bonne image personnelle, alors effectivement, quand tu fais des erreurs, quand tu fais des fautes, parce que ça arrive à tout le monde d'en faire, et la vie elle est comme ça, et il ne se passe pas une journée, je pense, sans qu'on en fasse. Bah du coup, tu te rends compte et tu dis, ah, non mais ça me dérange. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de m'améliorer par rapport à ce point-là. Reprenons l'exemple de la médisance dont on avait parlé au début du cours. D'accord? Elle voulait faire son corban, ne pas parler avec sa coloc de l'autre coloc tellement qu'elle l'avait énervé ce matin. Et écoute, ça lui brûlait les lèvres. Bah oui, ça lui brûlait les lèvres. Et donc du coup, elle a commencé à cracher sur la coloc. Non, toute ressemblance avec le personnage, là, c'est purement fictive. Mais du coup,
Et ben, elle se dit, bon, bah écoute, moi je suis une personne qui dit la médisance, c'est tout. Je lui dis, ah mais non, moi je suis quelqu'un de bien, moi je me pose des objectifs, moi je suis pas quelqu'un qui crache sur les gens. On dit en hébreu, je salis pas les gens, moi. Non, je suis quelqu'un de bien. Et donc du coup, je vais me remettre en question et je dirais, tu sais quoi, la prochaine fois, je le ferai mieux. D'accord? Maintenant, tu pourrais te dire, mais attends, si tu commences à faire comme ça et à dire, ah non, moi je suis au top, peut-être que du coup, tu vas jamais te remettre en question et tu vas tomber dans un autre travers qui s'appelle la complaisance. Vous savez, le genre de personne qui ne se remet jamais en question et qui croit que vraiment, mais elle est vraiment au top. Ça existe. Sûrement. Peut-être pas dans notre entourage, mais sûrement que ça existe. Alors quoi? Alors en fait, pareil, la paracha, elle vient nous donner en fait un secret. Elle nous parle de quoi? De quelqu'un. Ça va? Elle nous parle d'un homme qui aurait volé pour pouvoir apporter un sacrifice dans l'Ishkan. Et là, la Torah, elle te dit, ah, c'est interdit. Là, tu dis, excuse-moi, mais c'est un peu évident, non? Pourquoi la Torah vient préciser ça? Évidemment que c'est interdit de voler pour après amener un sacrifice. Pourquoi elle vient me le préciser? Parce que quand je me retrouve à mal me comporter, eh ben, il peut y avoir un travers qui est de dire non mais c'est pas grave, je l'ai fait, mais en fait tu sais c'était pour une noble cause. Ouais, tu sais, téléphone, arnaque, machin. Non mais à la fin je donne mon maaser. Attends, elle a signé un compte sur moi. Attends, t'arnaques qui là? Tu mens à qui? Tu sais quoi? Il vaut mieux avouer ses fautes au bon Dieu que de se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, tu tombes dans une forme de déni. Pourquoi on fait ça? Parce que l'être humain, il a quelque chose à l'intérieur de lui, dans la psychologie, qui s'appelle ne pas supporter ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quoi ne pas supporter la dissonance cognitive? Je ne supporte pas être incohérent. Et donc quand j'agis mal, j'ai deux choix. Soit je me dis, ah mais non mais ça ne me ressemble pas, je me remets en question et je change. Ou soit je me dis, non mais tu sais en fait ce principe de ne pas voler, ça s'applique mais pas vraiment dans ce cas, et c'est de l'argent semi-cachère. Vous avez déjà raconté l'histoire du semi-cachère ou pas? Quelqu'un qui a voulu se faire débaucher, il dit, ouais avec moi tu vas gagner, je sais pas, 30 000 € par mois. L'autre il dit, mais c'est quoi ce métier? T'inquiète pas, c'est du semi-cachère. C'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il s'est trouvé un arrangement. Son arrangement, c'est du semi-cachère. Pourquoi? Parce que tout être humain normal, Sarah, tu confirmes, ne peut pas supporter la dissonance cognitive. Et donc forcément, du coup, on va trouver un système, une justification qui va faire que, en fait, ce qu'on fait, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Faut appeler une erreur. Et c'est pas grave. On se remet en question et on avance. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est toute la base de l'être humain, de la progression, du fait d'aller vers l'avant. Elle est basée sur ça. Le kavod, je suis quelqu'un de bien. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, ça me dérange parce que ça ne me ressemble pas. Et c'est pas grave, je m'amende, je vais vers le haut et je me relève. C'est toute la base de l'être humain. D'accord? Et c'est le programme de toute une vie. D'accord? Maintenant, venez, on va essayer de regarder qui était ce qu'on appelle l'être le plus modeste du monde. Venez, on va regarder. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Ve'aish Moshe anav mikol Adam asher al pnei Adama. Moshe, ça a été l'être le plus modeste que la terre ait porté. Tu dis, ah, sympa, c'est intéressant. Venez, on va regarder, c'est quoi cette modestie de Moshe? Peut-être il était là, tout gêné, à dire, non, mais moi, je suis nul et tout. Tu dis, attends, c'est marrant parce que on a vu que, non, le kavod, c'était quelque chose d'important. Donc, comment ça se matérialise?
cette idée de modestie. Alors, c'est très intéressant. Parce que donc, Hachem et Moshe est l'être le plus modeste que la terre ait porté. En même temps, nos sages nous disent, en l'occurrence Rav Pinkus, nous disent qu'il avait tout à fait conscience de ses qualités. Et Moshe avait beaucoup de qualités. Il était très beau. Il était sûrement beau comme... dites-moi un... Je sais. Ouais, non, je voulais dire un acteur. Ryan Gosling. Qui? Ryan Gosling. Voilà, j'arrive pas à retenir son nom. Ça fait 5 ans, on fait des cours. À chaque fois, je dis c'est qui le mec beau? Brad Pitt, c'est ça. Non, c'est fini ça. Non, moi quand je dis Brad Pitt, on me regarde en mode. Robert Downey Jr. Oh non. Voilà, donc il était beau comme, voilà, on va dire comme Youssef Hatzadik. T'as vu Rebecca comme elle est cachée, toutes ses références. Moi je dis sur moi des fils, elle me dit Youssef Hatzadik. Syndicat. Il était riche, il était très riche, Moshe, d'accord, Bill Gates, et il était très intelligent, comme Einstein, d'accord. Il en avait parfaitement conscience. Vous voulez savoir encore plus que ça? Il savait qu'il était sadique. Comment je sais? Je sais parce qu'il y a un épisode un peu malheureux qui va arriver à son frère Aaron. Et Aaron va perdre ses 2 fils. Et avant ça, Moshe va être au courant que Dieu va sélectionner les 2 meilleurs du Ham Israël. Et lorsque arrive la mort des fils de Aaron, alors Moshe vient le voir et lui dit « Tu sais, je savais que les 2 meilleurs allaient partir. Mais j'étais sûre que c'était toi et moi. » Je dis pour quelqu'un de modeste. Pour quelqu'un de modeste, Non, je comprends rien. Je comprends rien. C'est pas vrai, Alors, tu peux avoir conscience de ta valeur. Et bien c'est ce qu'on va voir. C'est juste avoir conscience de sa valeur, savoir combien il passe. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, Mélissa. On y est. Ne t'énerve pas. Alors justement, on va voir que c'est tout à fait compatible et que justement l'un ne peut pas aller sans l'autre. La notion d'humilité, elle va forcément de pair avec la notion de fierté. Premièrement, Rav Pinkus, il nous dit, tu sais comment Moshe il se voyait? En fait, il avait parfaitement conscience de ses qualités, exactement comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Maintenant, le miroir qui reflète la personne, disons qu'elle reflète Ryan Gosling, c'est ça? C'est comme ça que Gosling. Gosling. Le miroir qui reflète une belle créature, il se dit pas je suis beau, il se dit je reflète la beauté de la personne qui est en face de moi. Ben, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, il avait parfaitement conscience de ses qualités, mais il savait qu'en fait c'était le reflet d'Akadosh Baruch Hu, des bonnes midotes, des bons traits de caractère, des bonnes choses que Hachem avait mis en lui. Et au lieu de s'enorgueillir de ça, eh bien, ça lui donnait plus de responsabilité. Il disait, ok, moi j'ai ça et ça et ça et ça et ça comme qualité, j'en ai parfaitement conscience. Mais qu'est-ce que je dois en faire de ces qualités? Comment je peux les mettre à profit pour moi, pour ma famille, pour ma communauté? Et toutes, on doit être capable de faire ça. Toutes. Prendre une feuille et un stylo et écrire nos qualités. C'est la première chose, la base de l'être humain. Il te dit, Ravolbeu, avant de dire, ah, tu sais, j'ai des défauts, faudrait que je travaille sur ce défaut, la première chose, tu prends une feuille et un stylo et t'écris 20 qualités. 20 oh, c'est dur. T'as déjà essayé ou pas? C'est beaucoup, hein. Eh bien, 20, c'est le minimum syndical. Je vais te dire pourquoi. C'est écrit que quand Hachem, il a organisé le mariage de Adam et Chava. Il était wedding planner, il était designer, coiffeur, maquilleur, orchestre, tout. Rabbin. Je crois que je vais dire, ouais, rabbin. Comment on dit Pour moi, j'ai chose pensé à ça, hein. Ouais, c'est ça. Garçon d'honneur. Tout. Et c'est écrit que quand il a préparé, il a paré Chava, il lui a mis 24 bijoux. Et de là, nos sages nous expliquent sur ce midrash qu'en fait, nous avons toutes 24 bijoux. C'est quoi ces 24 bijoux? C'est 24 qualités que chaque femme, elle a de manière intrinsèque. Donc, je vous ai fait un cadeau quand je vous ai dit 20. C'est encore moins que le minimum du SMIC. Essayez de faire cet Je exercice. ne saurais même pas énumérer ma qualité, mais en général. Mais si,
Mais tu vas, c'est la première chose. La première chose avant de dire ah ouais, tu sais, faut que je travaille sur ma paresse, ouais, faut que je travaille sur ma colère. La première chose, c'est de savoir quelles sont mes qualités. D'accord? Et il n'y a pas d'orgueil par rapport à ça. Je constate et j'exploite. Parce que si je fais la modeste, ben j'atrophie et j'oublie. Je constate et j'exploite. C'est le logiciel d'exploitation de l'être humain. Maintenant, un orgueilleux, ça ressemblerait à quoi du coup? Ben, ça ressemblerait à quelqu'un qui, tu lui donnes du matériel pour un artiste. Tu lui donnes du matériel pour faire des belles créations. Et lui, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ma palette, regarde mon... Comment ça s'appelle là? Ma fresque. Non, justement, le matos qu'il a, le matériel. Comment ça s'appelle? La toile. Pas la, ouais, la toile chevalier. et le chevalier. Voilà, regarde mon chevalier, regarde ma toile, regarde ma gouache, regarde mon truc. Mais tu arrêtes, mais arrête de nous montrer ce que t'as. Fais des choses avec. C'est exactement la même chose. Donc, fais des œuvres d'art avec les qualités qui sont les tiennes. Et c'est la force de l'enseignant aussi. La force de l'enseignant. L'enseignant, par définition, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il dit. Vous savez ça? Je ne suis pas du tout à la hauteur de ce que je vous enseigne. Mais c'est pas grave. Je me dis, je connais ça, j'enseigne ça, je connais ça. Quelqu'un, une fois avant quand j'ai hésité à commencer à enseigner, alors il y a une fille qui m'a dit, tu sais, dans la chassidoute, on dit comme ça, tu n'as pas besoin de connaître de Aleph à Tav, de A à Z pour enseigner. Tu connais Aleph, t'enseignes Aleph. Tu connais Beth, t'enseignes Beth. Et ainsi de suite. Et chacun avec les outils qui sont le sien va réaliser sa mission. Et c'est comme ça qu'on doit aussi éduquer nos enfants. Ok, t'es très fort, voilà, super, tu vas montrer que t'es très fort. Alors c'est bien, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas défendre les faibles dans ta classe. Ceux qui se font embêter, c'est bon, tu les défends, tu les protèges. Vous voyez ce que je veux dire? Faire le lien entre la qualité, ma qualité, et ma mission. Ah, tu sais, maman, j'ai eu 100 en maths alors que j'ai même pas révisé. Mais tu dis pas ça pour te la raconter. Si tu es fort en maths, maintenant tu vas aller aider ceux qui sont faibles. Tout est comme ça. On n'est pas en train de dire, ah, ne dis pas que t'es pas fort. Non, t'es très fort, la brio, tant mieux. Souvenez-vous, quoi qu'il en soit, on a minimum, je parle pas pour les hommes, je sais pas combien de bijoux il a mis à Adam, mais nous, minimum 24 qualités. Donc déjà, il faut assumer ta génialité. D'accord? Comme quand tu vas, un enfant qui va à l'école, et ben il faut bien qu'il sache ce qu'il a dans sa trousse pour pouvoir bosser, non? Non, j'ai pas de Tipex, non, j'ai pas ça, non, j'ai pas ça. Mais si, je te dis que tu as le sens de l'écoute, mais si, je te dis que tu as de la patience, mais si, je te dis que tu as de la qualité pour t'exprimer en public, mais si t'es fort, mais si t'es si... Vas-y, regarde ce que tu as dans ta trousse. Mais c'est pas appris pour te parler avec ta trousse, c'est pour passer au boulot. Vous avez compris ou pas? C'est ça la vraie Anava. Ok? Parce que quelqu'un qui connaît pas ça, par exemple, tu lui dis, une fille, tu lui dis, allez, s'il te plaît, explique-moi ça, ou s'il te plaît, je compte sur ça, et tu sais qu'elle est capable de faire ça, et elle le fait pas. Tu dis, quel gâchis, c'est dommage. Pourquoi? Parce que tu sens qu'elle exploite pas son potentiel. Et que du coup, elle atrophie ses qualités. Et que du coup, c'est dommage, elle ne fait pas profiter le monde des bonnes prédispositions qu'elle a. Vous avez compris? Et c'est pour ça que on n'a pas le droit d'être trop modeste. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de ne pas mettre à profit les bonnes qualités qu'on a. Parce que sinon, le monde, il s'arrête de tourner. Tu dis, mais attends, je ne suis pas quelqu'un de super important, je veux dire, j'ai juste, voilà, ça. Mais tu rigoles, vous savez que le monde, c'est comme, vous voyez, dans un mécanisme, des rouages. Alors, tu as des grandes roues, tu as des moyennes roues, tu as des petites roues, d'accord? Mais en fait, chaque cran, il dépend l'un de l'autre. Toi, tu dis, ah non, moi, je suis une petite roue, non, je fais rien, je ne tourne pas. Mais si toi, tu ne tournes pas, c'est le reste du monde qui s'arrête de tourner. C'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de sa valeur, de son importance, et de combien on a besoin de nous dans ce monde. Même si c'est une petite échelle, on s'en fiche, il n'y a pas de grande ou petite échelle, chacun est indispensable. D'accord? C'est pour ça que chaque année, quand on fête son anniversaire, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on fête son anniversaire?
Mazel Tov. Et on dit quoi? On dit aujourd'hui, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pourrait plus tourner sans moi. Et il a envoyé ma neshama, paf, dans ce monde. C'est ça qu'il faut dire à son anniversaire, qu'il faut se répéter. Hachem, il a dit, ah, c'est plus possible. Il ne peut pas y avoir le monde sans Rebecca. Allez, hop, elle descend. Il ne peut pas y avoir le monde sans Eden, sans Mélissa, sans Sarah. Il ne peut pas. D'accord? Et c'est très rassurant. C'est très rassurant, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je vous l'ai dit, on s'en fout du coup de savoir qui est une grande roue et qui est une petite roue. Des fois, tu lis des histoires, des biographies de tzadikim, tu te dis, ah waouh, tout ce qu'elle arrivait à faire en une journée, en une vie, en machin, en truc. Ok, visiblement, tant mieux, Baruch Hashem, ce grand rab ou cette grande rabbinite, c'était une grande roue, d'accord? Mais nous, à notre échelle, on est, enfin je sais pas vous, mais on se considère en tout cas moi comme une petite roue. Je me dis, je m'en fiche, le but c'est pas d'être la plus grande, le but c'est de tourner à mon rythme, d'accord? Sachant que personne ne peut remplacer ma place. Le grand rabbin, il peut pas être sur mon lieu de travail où moi je côtoie mes collègues sur lesquels je vais avoir une influence. Il n'est pas dans ma colloque de Bilem là où tout se passe. Il n'est pas à Tel Aviv, le grand rabbin qui a Bnei Brak. Vous voyez ce que je veux dire? Et Hachem, il nous a mis dans des lieux spécifiques, dans des travails spécifiques, dans des villes spécifiques, dans des endroits spécifiques, pour agir selon notre influence. Et sachant que chacun a des prédispositions et une histoire et une sensibilité qui est unique. Unique, il n'y a pas de comparaison à avoir. Vous savez que Hachem, il a mis dans notre ADN qu'on est unique. On a un ADN qui est unique, et même dans notre empreinte digitale. C'est un kiff, d'ailleurs tu parlais de New York. D'accord? Quand tu arrives à l'immigration, c'est un rêve. Je te dis, montrez votre empreinte digitale, tu vois, toi tu fais comme ça et tout. Et tu te rends compte que dans tout le registre de, je sais pas combien ils sont, 300, 400 millions aux États-Unis, plus tous les touristes qui viennent chaque année, je sais pas, peut-être 2 milliards de personnes, ton empreinte digitale est unique. Unique. Il n'y en aura jamais une comme la tienne, ça n'existe pas. Et même l'iris, après il te fait l'iris. La même chose. Ton iris, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ta morphologie que tu es un être unique et irremplaçable. Donc vous comprenez que la première étape, c'est de prendre conscience déjà à quel point on a besoin de ce self-esteem. Ensuite, prendre conscience à quel point on a des dons, on est doué. Doué. Vous voyez le mot don comme il est bon en français? Si j'ai un don, Dieu m'a donné un don. C'est pas pour, parce que justement, c'est comme faire un don à une association. L'association, après, c'est pour qu'elle utilise le don. Vous voyez comme il est bon le français sur ça? J'ai un don. Voilà, c'est Hachem qui me l'a donné, ouais. Je reflète les bonnes qualités qu'il m'a donné. Maintenant, il me l'a donné pour que j'en fasse quelque chose. Et la troisième chose, c'est de prendre conscience de ma place. Et que ma place, elle est unique et que personne ne peut réaliser ma mission à part moi. D'accord? Donc, on doit toujours se souvenir de ça, que je suis une bonne personne et que je n'ai pas le droit de toucher à ce joyau qui s'appelle ma personnalité. Ça veut dire quoi ne pas toucher à ce joyau qui s'appelle ma personnalité? Ça veut dire que quand je fais une erreur, je ne dis « Ok, j'ai mal agi », mais pas « Je suis mauvaise » ou « J'en ai marre de moi ». Cette phrase, je sais pas, il faut que je l'enlève de mon registre, je la dis tout le temps. Et les enfants disent « Non, 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 c'est absurde de parler comme ça. Je suis nulle. Non, 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 c'est pas... » J'en ai marre de moi. Oh là 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 là. Non, je ne dis pas, j'en ai marre de tout oublier. J'ai oublié mes clés. Pas oh là là, qu'est-ce que je suis distraite. C'est le Yetzer Hara qui nous fait ça. En fait, il nous fait transformer un acte ponctuel en carte d'identité. Par exemple, je me suis mise en colère. Ok, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de colérique. Ouais, comment on dit se mettre en colère? Ani kaas, kaasti. D'accord? Il y a une différence entre kaas et kaasan. Kaasan, c'est quoi? C'est je suis colérique. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ce kaas, cette colère,
et tu lui as rajouté un noun. Souvenez-vous, le noun, c'est la lettre qui est la plus longue. Parce que là, quand tu rajoutes le noun, tu es passé de Kaas à Kaasan, de je me suis mise en colère à je suis colérique, et ben tu t'es fait descendre, tu as descendu ton self-esteem et tu t'es descendu avec. Et si tu te dis, bon bah je suis Kaasan, je suis colérique, et ben une fois de plus, une fois de moins, c'est comme le tablier, ça change rien. Ah non, t'as pas le droit. Gazal, Gazlan, tu dis ouais là j'ai pas bien vérifié et apparemment j'ai pas payé ça à l'épicier et du coup c'est trop tard pour le rembourser. C'est bien? Non, c'est pas bien. Mais est-ce que ça fait de toi une voleuse? Non. Si tu commences à dire bon bah de toute façon on n'est plus à ça près, interdit de faire ça. Interdit de faire ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est faux. Parce que si ça me dérange, c'est que c'est pas moi. Là, quand le policier il m'a arrêté, j'ai un peu falsifié la vérité, tu vois. J'ai dit que non, je tournais à gauche, et en plus il y avait le bébé qui pleurait dans la voiture, donc toujours ça les attendrait les policiers. Non, oui, je tournais à gauche, et en plus ma fille elle pleure. Bon, d'accord. Mais t'as menti. T'as menti et ça te dérange de mentir. Preuve que tu n'es pas une menteuse. Ça me dérange, ça me gêne. Bosch c'est boucha, ça me dérange. Bosch, c'est le même lettre que tchouva. Parce que si ça me dérange, eh ben c'est le premier étape pour dire la prochaine fois, je ne mentirai pas. La prochaine fois, je ne volerai pas. La prochaine fois, je ne me mettrai pas en colère. La prochaine fois, je ne ferai pas de médisance sur ma voisine. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de toucher à ce joyau extraordinaire qui est le moteur de l'homme, qui s'appelle le self-esteem. Je vais vous dire encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Sachez, les filles, qu'il y a un secret extraordinaire dans la Torah. Est-ce que vous savez que les défauts n'existent pas? Ouais. Hachem n'a mis en nous que des qualités. D'ailleurs, vous verrez que dans le Lashon HaKodesh, dans l'hébreu, le mot défaut n'existe pas. Là, tu dis, attends, c'est bizarre, parce qu'elle a parlé de colère, de machin, de ceci, de cela. Comment ça marche alors? Je vais vous expliquer comment ça marche. Dieu a mis en nous des midotes. Les midotes, ce sont des traits de caractère. Tous les traits de caractère que l'on a sont bons. Mais un trait de caractère qui est mal mesuré, qui est mal dosé, mal mida, vous avez compris, mida c'est une mesure. Si il est mal dosé, alors il prend une forme de défaut. Par exemple, l'empathie, c'est une très belle qualité. D'accord? S'il n'y en a pas assez, ça donne quoi? Ça donne la froideur. Et s'il y en a trop Et s'il y en a trop, on en parlait, tu peux plus vivre. Parce que quand ta voisine elle a mal, tu as mal avec elle, et quand il y a des mauvaises nouvelles, tu peux plus sortir de ton lit, et tu prends tout très à cœur, et tu es très affecté. Encore une fois, toute ressemblance avec personne ici serait purement fortuite. La spontanéité, c'est bien, c'est cool, d'accord? Pas assez, ça donne quelqu'un un peu rastratique, vous voyez, le manque de naturel, un peu angoissant. Mais trop spontané, on passe de l'autre côté de la réglette, bah, trop spontané, ça donne les gens impulsifs. Pas terrible. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux voir ça dans tout. Dans absolument tout. Tu peux t'amuser à prendre tout ce que tu crois être tes défauts. Et en vérité, tu te rendras compte que tu n'as que les défauts de tes qualités. Vous savez, c'est comme des fois, moi je dis toujours ça aux calottes. Je leur dis, sache que ton mari n'a pas de défauts. Hein, quoi Alors pour le coup, si je lui dis, prends une feuille et écris les 24 défauts, elle le font en dessus. Moi je dis, attends. Alors, on fait ce petit exercice. Je leur dis, regarde, pense à une chose, un comportement qui pourrait t'exaspérer. D'accord? Ok, alors pareil, ça prend pas trop longtemps à faire. Alors, après on me dit, par exemple, elle me dit... oui, souvent il me met mal à l'aise, il dit toujours les choses de but en blanc et tout. Je dis ok, c'est vrai que c'est pas agréable, mais sûrement que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du qu'en dira
Sûrement que c'est quelqu'un qui est très amitié, qui est très vrai, qui est très authentique, qui n'est pas dans le conformisme, qui... Et là, ouais. Donc en fait, tu viens de me décrire en fait la partie immergée de l'iceberg qui vient de, en fait, qui cache une montagne de qualité. On n'a que les défauts de nos qualités. Et c'est très utile à savoir. Pourquoi? Parce que des fois, tu désespères sur toi-même. Je dis, ah, ça c'est mort. Je dis, attends, imagine que tu as un appareil, je sais pas, un appareil photo. Et en fait, le technicien il te dit, non mais ne le jetez pas à la poubelle, c'est juste une sorte de réglage, quoi. Ah, mais vous venez de me sauver l'appareil photo. Bah oui, c'était un truc tout bête, c'était juste le zoom qu'il fallait régler. C'est pareil. C'est pareil, tes traits de caractère que des fois, toi-même qui t'exaspèrent, c'est juste une histoire de réglage. Pourquoi? Parce que tu n'as que du bon en toi. Mais le bon, quand il est exaspéré dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire mal dosé, alors il prend une forme de comportement qui t'embête. Mais c'est pas grave. Parce que comme je vous dis, si ça nous embête, ça veut dire que ça ne nous définit pas. Bosch, chauve, ça m'embête, je change. Et tout va dépendre de quoi? De comment j'interprète mes comportements. Si je pars du principe que j'ai du kavod atzmi, j'ai du self-esteem, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, j'ai minimum SMIC 24 qualités, que même mes défauts ne sont pas vraiment des défauts, que ce sont les exagérations de mes qualités, alors en fait, tout d'un coup, je peux tout réinterpréter positivement. Et j'en ai besoin. C'est-à-dire quoi, tout réinterpréter positivement? Comprendre que derrière chaque comportement qui pourrait être exaspérant, en vérité, la racine, c'est une qualité. Donc tu dis, ah, ce gosse, il est lent là. Non, il prend son temps. Il est pondéré. Là, il faut avoir de la répartie avec les profs. Hein. Parce qu'ils te sortent des trucs, waouh. Et toi, tu dois toujours, en tant que maman, chercher le pendant positif de la chose. Oh là là, qu'est-ce qu'il est désordonné. Oui, je sais. Mon fils est très créatif. Voilà. Ah ouais, truc, il se met facilement en colère. Oui, je sais. Tu sais, il a on dit en hébreu, non, ouais, moi je dis Yesh lo chush tzedek. Il n'aime pas l'injustice. Mais oui, ça va complètement avec ça. Ah, moi, le iPhone là comment ça s'appelle là? Ouais, hyperactif. On a voulu me faire faire à certains d'entre eux. Non, mais ils sont pas hyperactifs. Justement, si tu trouves qu'il est hyperactif, je vais te dire la vérité, il n'y a pas de problème. Prends-le et demande-lui de faire des photocopieuses. C'est ton assistant. Voilà. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, regarde, voilà, mon fils, c'est ton assistant. Et du coup, il a compris. Voilà, dès qu'il y a une photocopie, un machin, un truc. Et d'ailleurs, la dernière fois, il s'est retrouvé à remplacer un prof. Mais non. Ouais. Que il y avait un prof qui était absent. Il dit, bon, bah, vas-y, remplace-moi. Tu vois, c'est devenu tellement le chaouche, tu vois, du truc. Mais il faut... On n'a pas le droit de laisser toucher la personnalité. Jamais tu diras d'un enfant qu'il est comme ça, tu l'as diagnostiqué, tu l'as enfermé dans une étiquette, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose de positif qui peut sortir de ça. Et c'est à nous d'activer la chose. Cherchez toujours l'étincelle positive pour vous-même et pour vos proches. Une fois, il y a plusieurs histoires magnifiques de Rav Jacobson à ce propos. Mais c'était, ah oui, quand il s'occupait d'une pnimia, d'un pensionnat, alors il y en a un qui est arrivé et qui a dit, il était nouveau, il a dit, Rav Jacobson a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Shimon, mais je vous préviens, je suis un menteur professionnel, donc vous ne devez pas me croire. Il lui a dit, si tu me dis ça, c'est que forcément tu es droit. Parce que si tu étais vraiment un menteur, tu ne me l'aurais pas dit. Ouais. Toujours. Il a écrit un livre incroyable, si vous lisez en hébreu, qui s'appelle Yefshar Acheret. Mais c'est incroyable de voir derrière des voyous. Comment il a réussi à trouver l'étincelle positive. Mais c'est fou. Alors il lui dit sûrement que tu n'es pas un menteur, mais que tu es très créatif et tu as beaucoup d'imagination. Alors en fait, il l'a poussé à écrire. Et aujourd'hui, c'est devenu un auteur à succès. Il n'a pas dit le nom, mais moi
moi j'ai mes soupçons sur quelqu'un. Mais comme il n'a jamais dit le nom. Des romans? C'est surtout des livres pour enfants et pour adultes, Afghan. Je pense que c'est lui. Bref. Parce que lui, il y a un auteur qui a raconté son histoire et ça correspond à l'histoire de l'enfant en fait. Je fais attends, c'est les deux revers de la pièce, c'est sûrement. Ça s'appelle Abraham Khalil. Ok. Donc en fait, et si tu dis mais attends, mais n'importe quoi, mais c'est pas lucide, je vais vous dire. La vraie lucidité, c'est de comprendre que ce que j'interprète, c'est ce qui va se réaliser dans ma vie. Donc si moi, je me concentre sur l'étincelle positive, ben c'est ça que je vais faire jaillir et c'est ça qui va se réaliser en vrai. Et c'est vrai dans tout. Et une autre histoire comme ça, de Rabia comme ça, incroyable. Bon, un jour, il y a la police qui débarque chez lui. Et en fait, ils lui disent, il y a le commissaire en chef qui voudrait te parler. Alors il s'est dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Comme il s'occupait à un moment d'un pensionnat, mais qui était à la limite de la correctionnelle, quoi. Alors du coup, mais c'était des mineurs. Alors du coup, il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé encore à la PNIMIA? Il arrive au poste de police, et en fait, le commissaire, il le serre dans les bras. Alors, il lui dit, qui vous êtes? Il dit, vous me reconnaissez pas? Il regarde comme ça, il dit, j'étais dans ta classe il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, tu as fait un petit jeu dans la classe. Et tu as demandé que chacun, il écrive une qualité sur un autre. Et qu'en fait, on fasse passer les feuilles et qu'à la fin, chacun, il reçoit les qualités que les autres, il a dit sur lui. Et vous avez précisé à l'époque, ne mentez pas. Ne mentez pas, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est pas grave, ne le dites pas. Mais ce que vous dites, ressentez-le. Alors il a reçu tous ces petits bouts de papier et dans beaucoup de bouts de papier, il avait écrit qu'il avait le sens de la justice. Il a dit ces bouts de papier, alors il les a dépliés, il a dit je les ai encore jusqu'à aujourd'hui dans mon portefeuille et c'est ça en fait qui m'a mené. J'aurais dû, moi normalement selon toutes les règles de la nature, j'aurais dû finir voyou, j'aurais dû finir comme ceux que moi j'arrête. Et bien ces petits bouts de papier qui m'ont conforté dans l'idée que oui en fait, toute cette colère que j'avais en moi, c'était juste l'expression du fait que j'aimais la justice, et ben c'est ça qui m'a poussée à aller vers ça. D'accord? Donc vous comprenez que c'est juste une histoire de mida, de mesure. Donc s'il y a quelque chose qui à ce stade est un peu atrophié, d'accord, comme par exemple ma patience, et que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler, et ben ça se travaille. Et c'est mida, c'est comme un muscle. Ça peut être extra small. Et en fait, au fur et à mesure, on travaille dessus. Ça devient médium et après ça devient extra large. Et l'être humain, il a ce libre arbitre de changer qui il est. Enfin, de développer qui il est, de développer la meilleure version de lui-même. Ça veut dire quoi? De révéler toutes les potentialités que même lui-même, il ignorait. Et si moi, je suis capable de faire ça, il faut être fier de soi. C'est très, très, très important d'être fier de soi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de capitaliser notre évolution. Je m'explique. Imaginons que quelqu'un il s'est fixé un objectif. Alors, pas dans les midotes. Par exemple, son objectif, c'est de perdre 5 kilos. Ok. Ouais. Et donc, elle se dit, voilà, ce mois-ci, je mange rien de sucré. Pas de sucre. Ok. Sauf qu'au bout d'une semaine, elle a, je sais pas moi, froid d'une copine. Alors, autant, ouais, alors, ou alors, le Shabbat, elle arrive à se tenir, d'accord, disons. Non, je vais vous donner un exemple. Elle va au mariage d'une copine, d'accord. Elle danse, tout ça. À la fin, ils amènent les desserts. Elle voit comment les gens, ils s'éclatent avec les desserts et elle est forte. Jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle et là dans l'ascenseur elle fait le fondant au chocolat. J'aurais dû le prendre quand même, c'était pas grave, un petit peu un peu moelleux, tatati tatata. Et elle s'endort avec son envie de fondant au chocolat et son envie de se frapper, de pas avoir succombé, tu vois, genre juste une ou deux bouchées quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, les Sheva Brachot, ça y est, elle va se jeter sur tout. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire j'ai été fière de moi,
j'ai tenu mon engagement, je m'étais fixée de ne pas manger du sucré et regarde, j'ai réussi. Bah, en fait, elle a détruit tout le château qu'elle avait construit. Et c'est vrai dans tout. C'est comme par exemple quand quelqu'un vous provoque et après vous rentrez toujours dans l'ascenseur. L'ascenseur, sur le moment où tu refais de la journée. Tu te dis, ouais, j'ai été faible, j'aurais dû lui répondre, j'aurais dû truc, machin. On lui dit, non, au contraire, je suis fière de moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai du cavode, moi je m'abaisse pas à répondre à quelqu'un qui me provoque comme ça en public. Au contraire, je suis quelqu'un de noble, de digne, de meroubedet. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine fois que c'est quelqu'un d'autre qui va me dire un truc, je vais en faire mon affaire. Vous comprenez pourquoi le fait d'être fier de soi et d'exprimer. Moi, des fois, je vous dis, je passe des coups de fil à des copines, ils me disent, faut que je te raconte comment je suis fière de moi. Tu sais pas ce qui s'est passé. Non, je raconte des trucs. C'est que des, oui, c'est des choses, c'est des petites victoires de la vie, mais c'est des vraies victoires. Et c'est pas des trucs que tu peux partager sur ton wall, quoi. Enfin, je sais plus maintenant. On partage des trucs sur quoi maintenant? Insta. Ouais, voilà, sur Insta. En tout cas, c'est pas des trucs que tu peux partager parce que c'est des vraies victoires de la vie. Quand tu dis je n'ai pas dit de médisance sur ma voisine ou je n'ai pas répondu à cette personne, j'ai pas fait d'affront en public. Bah, en fait, c'est des victoires qui sont des victoires intimes. Donc, si toi, tu viens pas les célébrer, personne ne va venir les célébrer à ta place. Vous avez compris? Donc, et si on a une image négative, qu'est-ce qui va se passer? Attends, j'arrête. Si on a une image négative, et bien en fait, même quand on agit bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, mais c'était une erreur. Ah, c'est fou hein, comme on est. Non, mais de toute façon, je suis nulle. Non, mais de toute façon, ça change rien. Ah, c'est pas possible ça. Mais sois fier de toi. Mais justement, c'est à toi de nourrir ton image personnelle. Donc prends cette victoire et rajoute-la dans le cercle vertueux de la focalisation positive. C'est quoi le cercle vertueux de la focalisation positive? C'est que je crois en moi. Du fait que je crois en moi, j'agis mieux sur le terrain. Du fait que j'agis mieux sur le terrain, j'ai plus de victoires. Et du fait que je capitalise mes victoires, ça enrichit. Hop, on revient en haut du cercle vertueux, mon image positive. Est-ce que vous comprenez qu'avec un secret comme ça, je peux travailler tout dans ma vie? Ma capacité de bosser, ma capacité d'aller jusqu'au bout des choses. Je parle pas que du spirituel, je parle de tout, du professionnel, du relationnel. Donc tout, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, venez, on termine sur cette histoire de Korban Karov. Vous remarquerez que le mot Korban, il donne aussi le mot Krav. Krav, c'est quoi? C'est une guerre, c'est un combat. Parce qu'il y a des gens qui croient que le fait de se fixer des objectifs, d'essayer de donner le meilleur de soi-même, c'est en fait de rentrer en guerre avec soi-même. Alors que pas du tout. En fait, c'est d'être karov de soi-même. C'est être proche de soi-même. C'est se réconcilier avec soi-même. C'est s'estimer. C'est se respecter. C'est apprendre à développer de la satisfaction de ce qu'on fait. Et se réjouir de toutes nos victoires et être encore plus proche de la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Donc je terminerai sur une dernière chose. C'est quoi? C'est un dernier point, mais qui est tellement lumineux et qui est, je pense, la plus belle conclusion qu'il peut y avoir dans ce cours. C'est écrit comme ça. Que quand Dieu il a appelé Moshe, il a dit Vaikra. Moshe, il a été très touché, mais il s'est dit, peut-être que du coup, tout le monde va croire que Dieu et moi, on est proches comme des amis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a écrit le Sefer Torah, le premier Sefer Torah, alors dans le mot Vaikra, il a pris le Aleph à la fin et il l'a fait tout petit. Comme pour dire, tu sais, ne crois pas, moi, je reste à ma place. Sauf que quoi? Sauf que Dieu, il lui avait donné exactement l'encre dont il avait besoin pour faire tout le Sefer Torah. Pas une goutte de plus et pas une goutte de moins. Du fait qu'il a fait ce Aleph petit, alors il lui restait une petite goutte.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Moshe Rabbeinu, en voulant s'essuyer après Vaïkra, il s'est mis une petite goutte sur le front. Et de cette goutte, elle rejaillit une grande lumière. C'est pour ça que quand il est ressorti de cet épisode, il avait un kéren, il avait une grande étincelle de lumière à tel point qu'il a dû mettre un voile jusqu'à la fin de sa vie. Pour comprendre que quoi? Que quand tu travailles ta modestie, mais la vraie, la bonne, celle qui est de connaître ses qualités, de comprendre que tes qualités, ce sont des dons qui ont été mis à ta disposition pour que tu en fasses la meilleure chose possible. Quand tu comprends que tu es une bonne personne, que tu as du kavod atzmi, que tu as les bonnes midot que Hachem t'a mis en toi, que tu vas à leur rencontre, que tu les révèles et que tu en fais profiter le monde, alors en fait, tu dégages de la lumière. Tu dégages de la lumière. Et il n'y a plus la fausse modestie non, il n'y a plus cette chose-là. Parce que toi, tu es karov, tu es proche de toi-même. Tu es bien avec toi-même. Tu es en cohérence avec toi-même. D'accord? Et c'est ce qui va te permettre de rentrer dans ton Beth Amikdash à toi, dans ton Mishkan à toi. Et ce qui va te permettre de rentrer dans ton Kodesh à Kodashim à toi, dans ton Saint des Saints, dans ce qu'on appelle le joyau le plus précieux qu'une personne a pu savoir, c'est la connexion avec elle-même, c'est la connexion avec les autres et c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je vous en prie, connaissez et reconnaissez votre valeur et vos qualités. Concentrez-vous dessus et continuez, Bezrat Hashem, de les faire jaillir. Et soyez-en fiers. Merci. Vous avez des questions?